À 1 heure du matin, mes parents m'ont humilié par SMS. On sait que tu as payé 480 000 € pour la villa. Mais Charlène ne veut pas de toi pour Pâques. J'ai juste répondu, bien reçu. Cette nuit-là, ils ont compris que c'était fini. La suite les a détruits. Il était 00:43 exactement. Je m'en souviens car je venais de poser ma règle d'architecte sur le plan cadastral immense qui occupait la moitié de mon bureau en chêne massif. Dehors, Paris était noyé sous une pluie battante de mars, une de ces pluies froides qui vous glacent les os même à travers les vitres. Dans le silence feutré de mon appartement du 16e arrondissement, le seul bruit était le tapotement rythmique des gouttes contre la fenêtre et le ronronnement lointain de la ville endormie. Je m'appelle Violaine. J'ai 34 ans. Je suis géomètre expert. C'est un métier que la plupart des gens connaissent mal, qu'ils imaginent poussiéreux, technique, dénué de passion. Pour ma famille, c'est simplement un métier sale. Ils me voient comme celle qui traîne ses bottes dans la boue des chantiers, qui discute bornage et servitude avec des notaires pointilleux et des agriculteurs méfiants. Ils ne voient pas la rigueur, l'intelligence spatiale, ni l'autorité juridique que cela confère. Et surtout, ils feignent d'ignorer les revenus très confortables que cette expertise me procure. Ce soir-là, la lumière bleue de mon téléphone a tranché l'obscurité de la pièce comme un flash aveuglant. Le vibreur a fait un bruit sourd sur le bois du bureau, un son qui m'a fait sursauter alors que j'étais plongé dans des calculs de millièmes de copropriété. J'ai vu le nom s'afficher sur l'écran, maman. À près d'1 heure du matin? Mon cœur a immédiatement accéléré. L'instinct primitif de la fille aînée s'est réveillé. Une urgence médicale? Un accident de voiture? Papa a-t-il fait un malaise? Mes mains tremblaient légèrement en déverrouillant l'appareil. J'imaginais déjà devoir appeler le SAMU, prendre le premier train, gérer une crise. Mais ce n'était pas une urgence médicale. C'était une exécution émotionnelle. Le message s'est déroulé sous mes yeux, chaque mot frappant ma conscience avec la violence d'un coup de poing. Ma chérie, nous devons parler du week-end de Pâques. Je sais que tu as posé tes jours, mais ta sœur Charlène a tout planifié à la perfection pour son fiancé et sa famille. Elle pense, et ton père et moi sommes d'accord, qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal lu. Ne pas venir? À Pâques? C'est la tradition sacrée de notre famille depuis 30 ans. Le gigot d'agneau de 7 heures, la chasse aux œufs pour les petits cousins dans le grand parc de la villa d'Arcachon, les premiers rayons de soleil sur le bassin. Un deuxième message est arrivé dans la foulée, comme pour s'assurer que le couteau était bien remué dans la plaie. Ta présence pourrait rendre les choses gênantes. Elle invite les de Courcy, des gens très vieille France, très nobles. Charlène a peur que tu parles encore d'argent, de tes chantiers ou de tes problèmes techniques. Ça casserait l'ambiance féerique qu'elle veut créer. S'il te plaît, comprends-nous. C'est pour son bonheur. On se verra une autre fois. Bisous. Gênante. Le mot restait suspendu dans l'air, toxique. Moi, Violaine, je suis gênante. Moi, qui 6 mois plus tôt, étais assise dans le bureau feutré d'un notaire à Bordeaux, signant un virement de 480 000 € pour empêcher la saisie bancaire de cette même villa où il s'apprêtait à faire la fête sans moi. Moi, qui ai liquidé 15 ans d'économie, vendu mon studio d'investissement locatif, vidé mon plan épargne-action, pour racheter leur dette colossale. Je me suis levée, les jambes flageolantes. Je suis allée vers la baie vitrée. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'une femme pâle, ou très tirée par la fatigue, mais aux yeux brûlants d'une colère froide. Ils avaient honte de moi. Charlène, ma sœur cadette de 28 ans, celle qui se prétend life coach sur Instagram mais qui n'a jamais gagné un centime honnêtement de sa vie, avait honte de moi. Elle voulait jouer à la châtelaine devant sa belle famille aristocratique en utilisant ma maison comme décor, et pour que l'illusion soit parfaite, il fallait effacer la propriétaire réelle. Celle qui travaillait. Celle qui avait les mains dans le cambouis financier. La nausée m'a prise. Pas une nausée physique, mais une nausée morale. J'ai revu le visage de mon père, en pleurs, 6 mois plus tôt, me suppliant de sauver l'honneur de la famille. J'ai revu ma mère, jurant sur la tête de ses ancêtres que je serais toujours chez moi dans cette villa, que c'était juste une formalité administrative.
Tu es notre sauveuse, Violaine. Notre roc. Voilà ce qu'ils disaient quand ils avaient besoin de mon chéquier. Maintenant que le danger était écarté, que les murs étaient sauvés, le roc était devenu un obstacle. Une tache dans le paysage immaculé de Charlène. J'ai repris mon téléphone. J'ai senti une étrange transformation s'opérer en moi. La tristesse s'évaporait, remplacée par une détermination glaciale, presque mécanique. C'était la même sensation que j'éprouvais avant de trancher un litige complexe sur le terrain. L'émotion n'avait plus sa place. Seul les faits comptaient. Et les faits étaient accablants. J'ai tapé 2 mots. Juste 2. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, pas de protestation. Bien reçu. J'ai appuyé sur envoyer. Ils ont dû pousser un soupir de soulagement à Arcachon. Ils ont dû se dire, voilà, Violaine est raisonnable, elle a compris, elle va bouder dans son coin et nous laisser profiter. Ils ne savaient pas qu'en envoyant ce message, ils venaient de déclencher le compte à rebours de leur propre destruction. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur week-end de rêve en un enfer juridique et social absolu, j'ai une petite demande à vous faire. Je veux sentir que je ne suis pas seule dans ce combat. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays suivez-vous cette histoire? Et surtout, quelle heure est-il chez vous au moment où vous lisez ces lignes? J'adore savoir que nous sommes connectés à travers le monde face à l'injustice. Je me suis détournée de la fenêtre. Je suis allée vers la grande bibliothèque en chêne qui couvrait tout un mur de mon bureau. J'ai tiré 3 livres précis, un code civil, un traité de topographie et un atlas. Un déclic a retenti. Le panneau de bois a pivoté, révélant un coffre-fort encastré. J'ai composé le code. À l'intérieur reposait un dossier bleu nuit, épais, relié par un ruban de soie. L'acte notarié de vente à réméré avec clause résolutoire. J'ai caressé la couverture du dossier. Maman, papa, Charlène, vous vouliez une fête de Pâques inoubliable? Je vous promets qu'elle le sera. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Pour que vous compreniez la profondeur de ma rage, il ne suffit pas de parler d'argent. 480 000 €, c'est une somme abstraite pour beaucoup. Pour moi, c'est la cristallisation de 15 années de vie. 15 années de lever à 5 heures du matin, de bottes crottées, de vent glacial sur les chantiers d'autoroute, de négociations interminables sous le soleil de plomb des lotissements en construction. Pendant que je construisais ma carrière pierre par pierre, Charlène construisait son image sur du vent. Ma sœur a toujours été la princesse. Blonde, éthérée, souriante. Elle était l'enfant du miracle, née 6 ans après moi, alors que mes parents pensaient ne plus en avoir. Moi, j'étais l'aînée sérieuse, brune, solide. Celle qui réussit à l'école mais dont on ne parle pas au dîner mondain parce que c'est normal qu'elle réussisse. Charlène, elle, était célébrée pour le moindre dessin, la moindre moue boudeuse. Le fossé s'est creusé à l'adolescence, mais il est devenu un canyon à l'âge adulte. Charlène a raté 3 facs différentes, droit, trop dur, histoire de l'art, trop ennuyeux, psychologie, trop de lecture. Finalement, elle a décrété qu'elle était life coach et influenceuse bien-être. Mes parents, aveuglés par leur adoration, ont financé ce caprice. Ils lui ont payé des stages à Bali, des retraites de yoga à Tulum, des vêtements de créateur pour ses shootings. C'est un investissement sur son image, disait ma mère. Elle va percer, tu verras. Tu es trop terre à accent grave terre, Violaine. Le terre à accent grave terre a dû intervenir il y a 6 mois. Je me souviens de l'appel. C'était un mardi matin. J'étais au milieu d'un champ de betteraves en Picardie, en train de régler un bornage judiciaire. Le vent fouettait mon visage. Mon père pleurait au téléphone. Un son terrible, un râle d'animal blessé. Violaine, c'est la fin. L'huissier est passé. Ils vont saisir la villa Les Mimosas. On a tout perdu. J'ai pris le premier TGV pour Arcachon. J'ai découvert l'horreur dans le salon familial. Charlène avait convaincu mes parents d'hypothéquer la villa notre maison de famille depuis 3 générations, un joyau de l'architecture balnéaire du 19e siècle pour investir dans une plateforme de crypto-monnaie basée aux Bahamas. Elle leur avait promis des rendements de 20% par mois. Moi, je vais nous rendre richissimes. Avait-elle juré.
En réalité, c'était une pyramide de Ponzi. Tout s'était effondré. Plus de sites web, plus de contacts, et 500 000 € de dettes envolées. Pire encore, en fouillant les relevés pour comprendre l'étendue des dégâts, j'ai découvert que Charlène utilisait la carte American Express de mon père pour ses dépenses quotidiennes, restaurants étoilés, sacs Chanel, week-end en Thalasso. Pendant que mes parents n'arrivaient plus à payer la taxe foncière, elle vivait comme une héritière russe. Ce jour-là, dans ce salon, j'ai vu mes parents vieillis, brisés. On ne peut pas laisser la maison partir, a gémi ma mère. Que vont dire les voisins? Que vont dire les deux coursiers? On sera la risée du bassin. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai pris le relais. J'ai calculé. J'ai vendu mes actions. J'ai cassé mon pelle. J'ai vendu mon studio à Lyon. J'ai raclé les fonds de tiroir de 15 ans d'épargne drastique. J'ai racheté la maison. Officiellement. Je suis devenue la propriétaire unique. Eux, ils gardaient le droit d'y habiter, l'usufruit temporaire, à condition de payer les charges courantes et de ne pas dégrader le bien. C'était un sauvetage inespéré. Ils m'ont serré dans leurs bras, jurant que j'étais le Messie, que Charlène allait se trouver un travail, qu'ils allaient tout rembourser. Mais l'ingratitude a la mémoire courte. En recevant ce SMS ce soir, un autre souvenir, plus ancien, est remonté à la surface. Une blessure que je croyais cicatrisée mais qui s'est rouverte instantanément. C'était il y a 10 ans. Ma remise de diplôme de géomètre expert. Le Graal après des années de classe prépa et d'école d'ingénieur. La veille, Charlène m'avait préparé un smoothie vert. Bois ça, vieux, c'est détox, tu auras le teint frais pour les photos demain, m'avait-elle dit avec un sourire angélique. J'ai bu. 3 heures plus tard, j'étais pliée en deux par des crampes abdominales violentes. J'ai passé la nuit aux urgences, sous perfusion, vidée, déshydratée. C'était une dose massive de laxatif. Le lendemain, alors que mes camarades lançaient leur toque en l'air, j'étais encore dans un lit d'hôpital, blême et faible. Charlène, elle, avait posté une photo sur Facebook. Elle, radieuse, avec mes parents au restaurant réservé pour ma fête. La légende disait, dommage que Violaine soit toujours si fragile de l'estomac. On fête ça sans elle. #famille #champagne. Quand j'avais confronté mes parents plus tard, ma mère avait soupiré, oh, arrête de faire ton intéressante. C'était une petite blague de sœur qui a mal tourné. Tu n'as aucun sens de l'humour, c'est ton problème. Tu es toujours si négative. Une petite blague. Aujourd'hui, la blague était finie. J'ai regardé mes mains. Ce sont les mains d'une travailleuse. Des mains qui ont tenu des théodolites sous la neige, qui ont déroulé des kilomètres de ruban métrique. Ces mains avaient payé pour le toit qui les abritait. Et ces mains allaient maintenant leur retirer ce toit. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Non pas de tristesse, mais de libération. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter leur amour, leur respect. Je venais de comprendre que c'était une devise qu'ils ne possédaient pas. On ne peut pas acheter du pain dans une quincaillerie. On ne peut pas acheter de l'amour à des narcissiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière de l'écran a éclairé mon visage résolu. J'ai tapé l'adresse mail de mon avocat, Maître Vasseur, un requin du barreau spécialisé dans le droit immobilier complexe. Il était 1h15 du matin. Objet, urgence absolue, dossier Villa Les Mimosas, expulsion. Le corps du mail était court, précis, chirurgical. Maître, lancez la procédure. Clause résolutoire activée. Je veux que l'acte soit signifié ce dimanche. Oui, le dimanche de Pâques. À l'heure du déjeuner. Soyez sans pitié. Le lendemain matin, je n'avais dormi que 2 heures, mais je me sentais vibrante d'une énergie nouvelle. L'adrénaline de la vengeance est un stimulant plus puissant que n'importe quel café serré. J'ai reçu la réponse de Maître Vasseur à 7h30. Chère Violaine, vous êtes certaine? C'est une déclaration de guerre thermonucléaire. Une fois que l'huissier franchit le portail, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cela va briser votre famille définitivement. J'ai souri en lisant ces mots. Il était un excellent avocat, mais il avait encore une conscience.
J'ai attrapé mon téléphone pour l'appeler. Maître, ai-je dit d'une voix claire, ma famille est déjà brisée. Ils ont juste oublié de me prévenir. Je veux que vous appliquiez la clause 14B du contrat. Ah, la clause de comportement et de jouissance paisible, a-t-il murmuré. Exactement. Le contrat stipule que l'usufruit est conditionné au respect du nu propriétaire et à l'absence de nuisance. En m'excluant de ma propre maison pour des raisons fallacieuses et en mentant à des tiers sur la propriété réelle du bien, il viole cette clause. Mais ce n'est pas tout. Je veux réclamer les loyers. Les loyers? Mais l'occupation était à titre gratuit. Était, maître. La clause précise qu'en cas de rupture du contrat, l'indemnité d'occupation devient rétroactive sur les 6 derniers mois. Au tarif du marché d'Arcachon. J'ai entendu le sifflement admiratif de l'avocat à l'autre bout du fil. C'est redoutable. Le loyer pour une villa de cette taille au Moulot ou dans la ville d'Hiver, c'est environ 4 000 € par mois. Donc ils me doivent 24 000 €. Payable immédiatement. Ajoutez cela à la sommation de quitter les lieux. C'est noté. Je prépare l'huissier. Il se présentera dimanche à midi. Bon courage, Violaine. Je me suis assise, le cœur battant. J'avais enclenché la machine. Maintenant, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. J'ai passé la matinée à organiser mon départ. Je ne resterai pas à Paris à me morfondre. Si je ne pouvais pas aller à Arcachon, j'irais ailleurs. Plus loin. Plus beau. Plus cher. J'ai réservé un billet première classe pour Saint-Barthélemy. Départ le lendemain matin. Une semaine au soleil, loin de la grisaille, loin d'eux. Vers 11 heures, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. C'était Charlène. Elle avait posté une story. On voyait le grand salon de la villa. Elle avait complètement réorganisé les meubles. Elle avait fait venir des compositions florales gigantesques, des lys et des pivoines blanches. La légende disait, préparatif pour le grand week-end pascal. Recevoir ma future belle famille dans la demeure ancestrale de mes aïeux. Tellement fière de perpétuer les traditions. #vie de château, #héritière, #holmonie esthétique. Demeure ancestrale. Héritière. Elle s'appropriait tout. Mon argent, mon toit, mon histoire. Elle effaçait mon existence pour se construire un décor de théâtre. Quelques minutes plus tard, un message privé de Charlène est apparu sur WhatsApp. Coucou Vio. J'espère que tu ne fais pas trop la tête. Franchement, tu seras mieux à Paris, on va parler mariage et étiquette tout le week-end, tu te serais ennuyé à mourir avec tes histoires de cadastre lol. Dis, j'ai un tout petit souci. Le traiteur me demande un acompte supplémentaire pour le vin, Jean-Eudes ne boit que du grand cru. Il me manque 2 000 €. Tu pourrais me faire un virement express? C'est pour l'honneur de la famille, tu comprends. Je te rembourse dès que mon programme de coaching Abondance Divine est lancé le mois prochain. Bisous ma chérie. J'ai dû poser mon téléphone pour ne pas le jeter contre le mur. L'audace. L'audace absolue et sans limite. Elle m'interdit de venir. Elle m'insulte, mes histoires de cadastre. Elle ment sur la propriété. Et elle me demande 2 000 € pour payer le vin que je ne boirai pas, servi à des gens qui me méprisent par procuration. Arrêtons-nous une seconde. Je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place. Si vous aviez sauvé votre famille de la rue et qu'ils vous traitaient comme un distributeur automatique sans âme, auriez-vous craqué? Auriez-vous payé pour avoir la paix? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse énormément. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai sélectionné le RIB de Charlène. Montant du virement, 1 €. Libellé du virement, pour le pourboire du livreur. Joyeuse Pâques. J'ai validé. J'ai regardé l'écran avec un sourire carnassier. J'ai vu les 3 petits points de sa réponse s'agiter pendant de longues minutes. Elle écrivait. Elle effaçait. Elle réécrivait. Elle devait être en train de hurler dans le salon, jetant probablement un de ces coussins en velours que j'avais payé. Finalement, elle n'a rien répondu.
Le silence radio. Elle devait penser que j'étais juste mesquine. Elle ne se doutait pas que cet euro symbolique était le dernier centime qu'elle verrait de ma part. C'était le calme avant la tempête. Et quelle tempête! Le lendemain, vendredi saint, je me suis levée avant l'aube. J'ai bouclé ma valise. Pas mes vêtements de travail, pas mes bottes de sécurité. J'ai emballé mes maillots de bain de marque, mes robes en lin léger, mes lunettes de soleil oversize. J'ai pris mes livres préférés, ceux que je n'avais jamais le temps de lire. Le taxi m'a déposé à l'aéroport d'Orly. Le ciel était bas et gris, comme pour refléter l'humeur que j'étais censée avoir. Mais à l'intérieur, je bouillonnais d'une excitation sombre. Dans le salon Air France, une coupe de champagne à la main, j'ai sorti mon iPad. Il y a 2 ans, après une vague de cambriolage dans le quartier huppé de la ville d'Hiver à Arcachon, j'avais insisté pour faire installer un système de sécurité haut de gamme dans la villa. Des caméras haute définition dans le salon, la salle à manger, le hall d'entrée et sur la terrasse. Mes parents avaient râlé, c'est intrusif, on n'est pas dans Loft Story. Je leur avais répondu que c'était pour leur sécurité, et que de toute façon, les caméras ne s'activaient que sur détection de mouvement en leur absence. C'était un demi-mensonge. En tant que propriétaire et administratrice du système, j'avais un accès permanent et illimité. Je pouvais voir et entendre tout ce qui se passait, 24h24. Ils avaient juste oublié ce détail, ou alors, dans leur arrogance, ils pensaient que je ne m'abaisserais jamais à les espionner. J'ai lancé l'application. La connexion s'est établie instantanément via la fibre optique que j'avais aussi payée. L'image était cristalline. Le choc a été rude. Ils avaient déménagé tout le salon. Mes fauteuils scandinaves épurés avaient été relégués dans le garage, remplacés par des meubles de style Louis XV loués ou empruntés, je ne sais où. Des rideaux de velours lourd avaient été installés. Charlène avait transformé ma maison moderne et aérée en un musée poussiéreux pour impressionner ses futurs beaux-parents. J'ai monté le son. J'ai entendu ma mère, Sylvie, qui s'activait autour de la table. « Tu es sûre que c'est une bonne idée d'avoir enlevé les photos de Violaine ?» a-t-elle demandé timidement. Charlène est apparue dans le champ. Elle portait une robe de chambre en soie. Maman, réfléchis 2 secondes. Les 2 coursis sont des gens de la haute. Si on laisse les photos de Violaine avec son casque de chantier ou ses bottes pleines de boue, ça fait plouc. On doit projeter une image de raffinement, d'héritage. Violaine ne cadre pas avec le narratif. Le narratif. Elle parlait de ma vie, de ma maison, comme d'un storyboard publicitaire. Mon père, Pascal, est entré dans la pièce avec une caisse de vin. J'espère qu'elle ne va pas débarquer à l'improviste, a-t-il grommelé. Avec son virement d'1 €, elle est capable de tout pour gâcher la fête par jalousie. Elle n'osera pas, a ricané Charlène. Elle est trop coincée, trop respectueuse des règles. Elle va rester à Paris à pleurer sur ses plans cadastraux. Et puis, de toute façon, cette maison, c'est pratiquement la mienne. Mamie m'a toujours dit qu'elle me la laisserait si elle pouvait. Violaine n'est que la banque, moi je suis l'âme de ce lieu. J'ai fermé l'iPad brusquement. Mes mains tremblaient de rage. L'âme de ce lieu? Elle, qui avait failli le vendre aux enchères pour des bitcoins fantômes? Elle, qui n'avait jamais passé la tondeuse ni repeint un volet? L'annonce de l'embarquement a retenti. Mesdames et messieurs, embarquement immédiat pour le vol à destination de Saint-Barthélemy. J'ai bu mon champagne d'un trait. Les bulles ont brûlé ma gorge. Profitez bien de vos dernières heures de règne, petite sœur, ai-je murmuré. Car l'Empire contre-attaque. Je suis monté dans l'avion. Je partais vers le paradis pour mieux orchestrer leur enfer. Le vol a duré 9 heures. 9 heures suspendues hors du temps, au-dessus de l'Atlantique. J'ai essayé de dormir, mais mon esprit tournait en boucle. J'ai repassé le film de notre vie de famille. Pourquoi m'ont-ils toujours traité ainsi? Est-ce parce que j'étais trop indépendante trop tôt? Est-ce parce que je ne demandais jamais rien, alors ils supposaient que je n'avais besoin de rien? C'est le drame des enfants forts. On nous charge comme des mules parce qu'on ne s'effondre pas. Mais personne ne voit les fissures internes jusqu'à ce que le barrage cède. L'atterrissage à Saint-Barth est toujours spectaculaire.
L'avion frôle la colline avant de piquer vers la piste courte qui finit dans la mer turquoise. La bouffée de chaleur tropicale à la sortie de la cabine m'a saisi, chargée d'odeurs de frangipanier et d'iode. J'ai pris un taxi pour l'hôtel Cheval Blanc. J'avais décidé de brûler mes économies pour moi, pour une fois. Une villa privée sur la plage, avec piscine à débordement. Le luxe absolu. Le genre de luxe que Charlène rêve de poster sur Instagram, mais que je vivais, moi, dans la réalité, grâce à mon travail. Il était 13 heures locales, ce qui signifiait qu'il était 18 heures en France. Le samedi soir. La veille du grand jour. J'ai commandé un cocktail à la noix de coco et je me suis installé dans un transat face à l'océan. J'ai rallumé mon téléphone. Aucun appel. Aucun message d'excuse. Rien. Dans le groupe WhatsApp familial, le silence radio. Il m'avait probablement mis en sourdine pour ne pas avoir de mauvaises ondes. J'ai rouvert l'application de surveillance. Ils étaient à table, dînant simplement avant le grand festin du lendemain. Charlène répétait son discours. Alors, chère Madame de Courcy, cette porcelaine vient de mon arrière-grand-tante. Et ce tableau, c'est un original de l'école bordelaise. Tout était faux. La porcelaine venait des Galeries Lafayette, achetée avec la carte de maman l'an dernier, et le tableau était une copie bon marché trouvée en brocante. Mon père hochait la tête, complice du mensonge. Ma mère ajustait la nappe. Ils étaient pathétiques. Et pourtant, une partie de moi, la petite fille qui voulait juste être aimée, avait mal. Pourquoi ne pouvais-je pas être avec eux? Pourquoi fallait-il que je sois l'ennemi pour qu'ils soient heureux? J'ai chassé ces pensées. La nostalgie est une faiblesse. Demain midi. Dimanche de Pâques. L'heure de vérité. J'ai envoyé un dernier mail à Maître Vasseur. Tout est prêt pour demain? Sa réponse a été immédiate, l'huissier a confirmé. Il sera accompagné de 2 témoins, si nécessaire, demandera le concours de la force publique, bien que pour une simple signification, ce ne soit pas l'usage. Mais l'effet de surprise sera total. Dormez bien, Violaine. J'ai regardé le soleil se coucher sur la mer des Caraïbes, teintant l'eau d'or et de sang. À 8000 kilomètres de là, ma famille dormait paisiblement dans ma maison, rêvant de noblesse et de grandeur. Ils ignoraient que le réveil serait brutal. Dimanche matin. 6h55 à Saint-Barth. Le soleil se levait à peine, une boule de feu rose émergeant de l'horizon liquide. Le chant des oiseaux tropicaux remplaçait le bruit de la circulation parisienne. Je me suis installé sur ma terrasse en teck, un café noir fumant à la main, mon iPad posé devant moi comme un écran de contrôle de mission spatiale. Mon cœur battait fort. C'était le moment. À Arcachon, il était 12h05. L'image de la caméra du salon était parfaite. La lumière du printemps inondait la pièce par les grandes baies vitrées donnant sur le jardin. La table était dressée. C'était magnifique, je devais l'admettre. Nappe blanche brodée, argenterie étincelante, verre en cristal. Charlène avait du goût, c'était indéniable. Dommage que ce goût soit financé par l'argent des autres. Les invités étaient là. Les de Courcy. Le père, un homme grand et austère avec une moustache grise. La mère, petite, sèche, portant un tailleur Chanel, un vrai, celui-là, et un collier de perles qui valait probablement plus que ma voiture. Et Jean-Eudes, le fiancé. Un jeune homme blond, l'air mou, le regard fuyant, visiblement plus intéressé par son reflet dans le miroir que par la conversation. Charlène rayonnait. Elle portait une robe crème, très sage, très bonne épouse. Elle servait du champagne. Bienvenue chez nous, gazouillait-elle. C'est un tel bonheur de vous recevoir dans notre berceau familial. Les mimosas, c'est toute mon enfance. Je connais chaque recoin de ce parc. Grand-mère me disait toujours que cette maison avait une âme, et que j'en étais la gardienne. Madame de Courcy a souri, un sourire pincé. C'est charmant, ma chère. Il est rare de nos jours de voir des jeunes gens si attachés au patrimoine. Votre sœur? Violaine, c'est ça? Elle n'est pas là? Charlène a eu un petit rire nerveux. Oh, Violaine. La pauvre. Elle est très absorbée par son travail.
Elle est technicienne, vous savez. Elle passe sa vie sur des chantiers. Ce genre de réunion, ce n'est pas trop son univers. Elle ne se sentait pas à sa place parmi nous. Mon père a toussé dans son verre. Ma mère a baissé les yeux. Lâcheté. Pure lâcheté. Il la laissait me peindre comme une ouvrière inculte pour se valoriser. Midi pile. Ding dong. Le carillon de la porte d'entrée a résonné. Charlène a battu des mains. Ah! Quelle ponctualité! Ce doit être le traiteur pour les entrées spéciales aux truffes. Excusez-moi un instant. Elle s'est dirigée vers le hall d'une démarche légère, aérienne. J'ai basculé sur la caméra 2, celle de l'entrée. Elle a ouvert la porte en grand, son sourire le plus éclatant accroché aux lèvres. Le sourire s'est figé. Puis s'est délité. Ce n'était pas un traiteur avec des plateaux d'argent. C'était un homme massif, chauve, en costume gris anthracite, tenant une mallette en cuir. Derrière lui, 2 gendarmes en uniforme, les bras croisés, le visage impassible. L'huissier. Mademoiselle Charlène a demandé l'homme d'une voix de baryton qui portait loin. Oui, c'est pourquoi. A bégayé ma sœur. Je suis maître Dupont, huissier de justice. J'agis à la requête de Madame Violaine, propriétaire exclusive de cette demeure. Le nom de Violaine a claqué comme un coup de fouet. Mais, c'est une erreur, ma sœur est à Paris. Je suis chargé de vous signifier, ainsi qu'à vos parents Monsieur et Madame Pascalaire, la résiliation immédiate de votre droit d'usage et d'habitation pour violation des clauses contractuelles, ainsi qu'une sommation de quitter les lieux sous 30 jours. Il a sorti un document épais orné d'un tampon rouge. De plus, voici une mise en demeure de payer la somme de 24 000 € au titre des indemnités d'occupation dues et impayées, à régler sous 48 heures sous peine de saisie sur compte bancaire. Charlène a reculé, manquant de trébucher sur le tapis. Quoi? Mais vous êtes fou. Partez. J'ai des invités. C'est Pâques. C'est une procédure légale, mademoiselle. Veuillez signer ici. Le bruit avait alerté le salon. Mon père est arrivé en courant, sa serviette encore coincée dans son col. Derrière lui, les 2 Courcy, intrigués et choqués. Qu'est-ce qui se passe? A tonné Monsieur de Courcy. La police? Ici? L'huissier s'est tourné vers l'assemblée. Il n'a pas sourcillé. Je signifie une expulsion, monsieur. Ces personnes occupent la propriété de Madame Violaine, sans respecter les conditions du bail. En clair, ils sont ici illégalement au regard du contrat qu'ils ont signé. Le silence qui a suivi était total. Absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Madame de Courcy a porté la main à sa bouche. Expulsion? Mais, Charlène, vous nous avez dit que cette maison était votre héritage. Que vous en étiez la gardienne. Charlène était blanche comme un linge. Elle tremblait de tout son corps. C'est compliqué. C'est une histoire de famille. Ma sœur est une psychopathe jalouse. Elle veut me détruire. La réaction de la haute société ne s'est pas fait attendre. La noblesse a horreur du scandale, surtout quand il implique des gendarmes et des histoires de dettes. Monsieur de Courcy s'est avancé vers Charlène. Il la dominait de toute sa hauteur. Mademoiselle, a-t-il dit d'une voix glaciale, il y a 2 choses que nous ne tolérons pas dans notre famille, le mensonge et l'insolvabilité. Vous nous avez menti sur votre situation, sur cette maison, et probablement sur tout le reste. Mais je vous aime, a crié Charlène en se tournant vers Jean-Eudes. Le fiancé a reculé comme si elle était contagieuse. Tu m'as dit que tu étais riche, Charlène. Tu m'as dit que tu gérais un empire familial. En fait, tu es une squatteuse? C'est pathétique. Jean-Eudes, a-t-elle supplié en essayant d'attraper sa manche. Ne me touche pas maman, papa, on s'en va. Tout de suite. Je ne veux pas être mêlée à une affaire de police. Ils ont tourné les talons. Ils n'ont même pas dit au revoir à mes parents. Ils ont traversé le hall, frôlant l'huissier qui attendait toujours patiemment une signature, et sont sortis vers leur voiture. La porte a claqué derrière eux.
Le son a résonné comme le glas de la vie rêvée de Charlène. Elle est restée là, figée, les bras ballants. Puis, un cri primal est sorti de sa gorge. Un hurlement de bête traquée. Elle s'est retournée, a attrapé un vase qui trônait sur la console, un foaming, heureusement, et l'a projeté de toutes ses forces contre le mur. Ah! Salope! Violaine, tu es une salope! Le vase a explosé en 1000 morceaux. Mon père s'est laissé tomber sur une chaise, la tête dans les mains. Ma mère pleurait, prostrée sur le canapé, ruinant son maquillage. C'est fini, tout est fini, gémissait-elle. Les deux coursis, tout Arcachon va savoir. J'observais la scène depuis mon écran à Saint-Barth. Je n'avais jamais vu un tel chaos. C'était terrifiant et fascinant à la fois. Le château de cartes s'était effondré en moins de 5 minutes. Soudain, mon père a relevé la tête. Il a regardé autour de lui, les yeux fous. Il a fixé le coin du plafond, là où clignotait la petite LED rouge de la caméra. Il savait. Il s'est levé brusquement, a marché vers la caméra, le visage déformé par la rage. Violaine. Je sais que tu es là. Je sais que tu nous regardes, espèce de voyeuse. Réponds. Il a sorti son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes. Mon iPad a sonné. Appel vidéo de papa. J'ai posé ma tasse de café. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment de la confrontation. J'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai une question pour vous, mes amis. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, auriez-vous répondu? Ou auriez-vous laissé le téléphone sonner pour les laisser mariner dans leur jus? Moi, j'ai répondu. Parce qu'il fallait que je voie leurs yeux. Il fallait qu'ils voient les miens. Si vous aimez ce genre de justice karmique, mettez un « j'aime » sur cette histoire maintenant. C'est le moment le plus intense qui arrive. Le visage de mon père a rempli l'écran. Il était rouge violacé. Tu es fier de toi? A-t-il postillonné. Tu as détruit ta sœur. Tu as détruit notre réputation. Devant les deux coursis. Tu as envoyé les flics le jour de Pâques. Tu es un monstre, Violaine. Bonjour papa, ai-je dit calmement. Joyeuse Pâques à toi aussi. Le gigot n'est pas trop cuit, j'espère? La provocation a fait l'effet d'une bombe. Charlène a surgi derrière mon père, lui arrachant le téléphone des mains. Son visage était ravagé, le mascara coulait sur ses joues comme des larmes noires. Elle ressemblait à une héroïne de film d'horreur. Tu as tout gâché. A-t-elle hurlé, sa voix se brisant dans les aigus. Jean-Eudes est parti. Il ne reviendra jamais. C'était ma chance. Ma seule chance. Ta chance de quoi, Charlène? Ai-je demandé, ma voix résonnant froidement dans le haut-parleur de leur téléphone. Ta chance de l'arnaquer lui aussi? De lui faire croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas? Tu es jalouse. A-t-elle craché. Tu as toujours été jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Parce que je suis belle et que toi tu es chiante. Tu as voulu te venger parce qu'on ne t'a pas invité. J'ai pris une gorgée de mon jus de fruits, m'assurant qu'elle voyait bien le ciel bleu et les palmiers derrière moi. Je ne suis pas jalouse, Charlène. Je suis lucide. Et pour ton information, je passe le meilleur week-end de ma vie. Regarde derrière moi. C'est Saint-Barth. C'est ça, la vie de château. La vraie. Celle qu'on se paye avec son propre argent, pas celui de sa sœur. Ma mère est apparue dans le cadre, le visage bouffi. Violaine, comment as-tu pu? On est ta famille. La maison, tu vas vraiment nous mettre dehors? Maman, ai-je répondu, sentant ma gorge se serrer malgré tout. Vous m'avez dit que j'étais gênante. Vous m'avez exclue. Vous avez menti sur la propriété de la maison. Vous avez violé le contrat de confiance. Mais on allait te rembourser. A pleurnichait mon père. Faux. Ai-je coupé sèchement. J'ai accès au compte, papa. Je sais que Charlène a acheté un sac à 5 000 € la semaine dernière avec la carte de maman. Je sais que vous n'avez pas payé l'assurance habitation. Vous me volez. Encore. Un silence lourd est tombé.
Il ne savait pas que je surveillais les finances d'aussi près. Écoutez-moi bien, ai-je continué, implacable. Vous avez deux options. Et croyez-moi, je suis très sérieuse. Option 1, l'huissier continue son travail. La procédure d'expulsion suit son cours. Dans 30 jours, la force publique vous met dehors. Je vends la maison, je récupère mes 480 000 euros plus les 24 000 d'indemnité, et vous finissez à la rue ou en foyer. Charlène a octé de terreur. Tu ne ferais pas ça à tes parents. Regarde-moi, Charlène. Je suis à 8000 kilomètres, en train de bronzer pendant que ta vie s'effondre. Est-ce que j'ai l'air de bluffer? J'ai payé pour cette maison, j'ai payé pour vos erreurs, et en retour, vous me crachez dessus. C'est fini. Option 2? A demandé mon père d'une voix éteinte. Il avait compris. Il avait vu dans mes yeux que la Violaine docile et gentille banque était morte et enterrée. Option 2, vous quittez la maison immédiatement après le déjeuner. Vous rentrez à Paris. Et vous venez me voir à mon cabinet lundi prochain à 9 heures. Pas à la maison. À mon bureau. Avec un avocat si vous voulez, mais je vous le déconseille. Là, je vous dicterai mes conditions. Et vous ferez exactement ce que je dis. Charlène a voulu protester. Je ne viendrai pas. Je vais te faire un procès. Avec quel argent? Ai-je ricané. Celui de Jean-Eudes? Ah non, il est parti. Celui de papa? Il est à moi. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Elle était vaincue. Je vous laisse réfléchir. J'ai une baignade qui m'attend. Au revoir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu. L'adrénaline retombait, laissant place à une fatigue immense. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'avais détruit ma famille. Non. Je me suis corrigée. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais détruit leurs mensonges. Ce n'est pas la même chose. Le reste de ma semaine à Saint-Barth a été étrange. Je me sentais flotter entre deux eaux. D'un côté, la beauté irréelle de l'île, le luxe, le calme. De l'autre, l'anxiété sourde du retour. Je savais que la réunion de lundi serait décisive. Le mercredi, mon téléphone a sonné. Un numéro fixe français. L'EHPAD Les Camélias. C'était Mamie Odette. Ma grand-mère paternelle. 88 ans, une tête de mule, et la seule personne de cette famille pour qui j'avais un respect total. Allô, Violaine? Sa voix chevrotait un peu, mais l'esprit était vif comme un rasoir. Bonjour mamie. Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? J'ai eu ton père au téléphone, a-t-elle dit sans préambule. Il pleurnichait comme un gamin de 5 ans. Il m'a dit que tu étais devenue folle, que tu avais envoyé la police, que tu voulais les tuer. J'ai soupiré. Je vais t'expliquer, mamie. Tais-toi, a-t-elle coupé. Je ne t'appelle pas pour te gronder. Je t'appelle pour te dire bravo. J'ai failli lâcher mon cocktail. Pardon? Il était temps, ma fille. Il était temps que quelqu'un mette des baffes à cette bande d'incapables. Ton père a toujours été une chiffe molle face à ta mère, et ta mère a transformé ta sœur en monstre d'égoïsme. Je savais pour la maison. Je savais que c'était toi qui avais payé. Je connais les chiffres, Violaine. Ton père n'a jamais su gérer un sou. J'en avais les larmes aux yeux. J'avais tellement peur qu'elle me juge. Merci, mamie. C'est dur, tu sais. Je sais. Mais écoute-moi bien. J'ai un secret à te dire. Une arme que tu vas pouvoir utiliser lundi. Je me suis redressée sur mon transat. Une arme? Il y a 2 ans, a continué la vieille dame, Charlène est venue me voir ici, à la maison de retraite. Elle était toute mielleuse. Elle m'a fait signer des papiers. Elle disait que c'était pour mettre à jour mon dossier d'assurance vie. Et alors? En fait, c'était une procuration notariée pour vendre mon terrain, le verger derrière la vieille ferme en Dordogne. Elle voulait le vendre en douce pour investir dans ses idioties de crypto-trucs. J'étais sous le choc. Charlène avait essayé de dépouiller sa propre grand-mère? Elle a essayé de voler ton terrain? Oui. Heureusement,
Le notaire me connaît depuis 40 ans. Il a trouvé la signature bizarre, un peu tremblée, pas comme la mienne. Il m'a appelé pour vérifier. J'ai tout bloqué. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que Charlène s'est jetée à mes pieds en pleurant. Elle a juré qu'elle ne recommencerait plus. J'ai eu pitié. Et je ne voulais pas faire de peine à ton père. Mais je regrette. Si j'avais parlé, peut-être qu'elle n'aurait pas ruiné tes parents ensuite. Mamie Odette a marqué une pause. J'ai gardé la copie du faux document, Violaine. Le notaire me l'a envoyé. C'est du faux et usage de faux, et abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est du pénal. C'est de la prison. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes. C'était l'arme nucléaire. Utilise ça, a-t-elle ordonné. Si elle refuse tes conditions, dis-lui que sa grand-mère porte plainte. Elle n'aura plus le choix. Fais-le pour elle, Violaine. La prison ou le travail, il faut qu'elle choisisse. Merci, mamie. Je t'aime. Moi aussi, ma grande. Et rapporte-moi du rhum, le médecin dit que c'est mauvais pour le cœur, mais à mon âge, je m'en fiche. J'ai raccroché avec un sourire carnassier. Charlène pensait que j'étais juste une sœur en colère. Elle allait découvrir que j'étais devenu le procureur de sa vie. Lundi matin. 9 heures. Paris. La salle de réunion de mon cabinet d'expertise foncière était glaciale, climatisée à l'excès. Une grande table en verre, des chaises en cuir noir. Aucune chaleur. C'était voulu. Ils étaient là. Mon père portait un vieux pull, il avait l'air d'avoir perdu 5 kilos en une semaine. Ma mère triturait un mouchoir en papier déchiqueté. Charlène était assise au bout de la table, les bras croisés, le regard noir, boudeuse comme une adolescente. Mais je voyais ses mains trembler. Je suis entrée. Je n'ai pas dit bonjour. Je me suis assise en face d'eux. J'ai posé 3 dossiers sur la table. Le bruit sec du carton sur le verre a fait sursauter ma mère. Bien, ai-je commencé? Vous êtes venu. C'est un bon début. On n'avait pas le choix, a grommelé Charlène. Exactement. Tu commences à comprendre le concept de réalité. J'ai ouvert le premier dossier. Voici les termes de l'accord. Ils ne sont pas négociables. Si vous refusez un seul point, je relance l'huissier et la vente forcée. Point numéro 1, la villa d'Arcachon est mise en vente immédiatement. Non, a crié ma mère. C'est impossible. C'est notre vie. C'est votre dette, ai-je corrigé. Vous ne pouvez pas payer l'entretien, l'électricité, ni les impôts. C'est fini. La maison sera vendue. Avec l'argent, je me rembourse mes 480 000 € et les frais. Avec le reste, s'il y en a, je vous achète un appartement T3 en banlieue de Nantes, près de Tante Solange. Je serai propriétaire, vous aurez l'usufruit. Ce sera petit, mais ce sera payé. Mon père a baissé la tête. Il savait que c'était la seule solution logique. D'accord, a-t-il murmuré. Point numéro 2, papa, maman, vous me donnez procuration totale sur vos comptes bancaires. Je valide chaque dépense. Plus de chéquiers, plus de cartes de crédit. Vous aurez une carte de retrait avec un plafond de 100 € par semaine pour les courses. Pour le reste, je gère. C'est de l'infantilisation, a protesté ma mère. C'est de la protection, ai-je répondu. Vous avez prouvé que vous étiez incapable de gérer un budget. Je me suis tournée vers Charlène. Elle me défiait du regard. Et moi? Je suppose que tu vas me couper les vivres? Je m'en fous, je vais aller vivre chez une copine à Dubaï. Non, Charlène. Tu ne vas pas à Dubaï. Tu as une dette envers moi, et envers la société. J'ai glissé une brochure vers elle. Une brochure avec une photo de poisson bleu. La conserverie, la Belle-Illoise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai passé un coup de fil à un ancien client qui dirige l'usine. Il cherche des ouvrières pour la chaîne de mise en boîte des sardines. C'est un travail physique. On est debout toute la journée. Ça sent le poisson. C'est payé au SMIC. Et ils ont une place pour toi dès demain matin.
Elle a explosé de rire. Un rire nerveux, hystérique. Tu es malade? Moi? À l'usine? Avec des poissons? Jamais de la vie. Je suis une créatrice de contenu. Je vaux mieux que ça. Vraiment? Ai-je dit doucement. J'ai sorti la photocopie que mamie m'avait envoyée. Le faux document pour la vente du terrain. Je l'ai posé devant elle. Reconnais-tu ça? Le rire de Charlène s'est éteint instantanément. Ses yeux se sont écarquillés. Elle est devenue grise. Comment tu as eu ça? Mamie me l'a donné. Cette info en écriture publique est une tentative d'escroquerie sur personne vulnérable. J'ai consulté un avocat pénaliste. C'est passible de 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. J'ai vu la terreur pure dans ses yeux. La vraie terreur. Celle de l'animal pris au piège. Mamie est prête à porter plainte si tu refuses le plan. Alors, Charlène? L'usine de sardines ou la prison de femmes de Fleury-Mérogis? Choisis. Maintenant. Il y a eu un silence interminable. Mon père pleurait silencieusement. Ma mère regardait Charlène avec horreur, découvrant enfin jusqu'où sa fille chérie était allée. Je vais à l'usine, a chuchoté Charlène. L'usine propose un logement en foyer pour les travailleurs saisonniers. Tu y vivras. Tu me verseras 200 € par mois sur ton salaire pour rembourser symboliquement ce que tu as volé. Pas pour l'argent, mais pour apprendre ce que ça coûte de gagner 200 €. D'accord, a-t-elle soufflé. J'ai tendu un stylo. Signé. Tous. En les regardant signer leur reddition, je n'ai ressenti aucune joie. Juste un immense soulagement. J'avais coupé la gangrène. Ça faisait mal, mais c'était la seule façon de sauver le patient. 3 mois ont passé. L'été est arrivé, chaud et lourd. La villa d'Arcachon a été vendue. Une bonne vente, rapide. J'ai récupéré mon capital. Mes parents sont installés dans leur petit appartement à Nantes. C'est modeste, mais c'est à eux, enfin, à moi, mais pour eux. Mon père a l'air plus léger. Il n'a plus à faire semblant d'être riche. Il a rejoint un club de bridge local, il se fait des amis qu'il apprécie pour ce qu'il est, pas pour sa villa. Et Charlène? Je suis allée la voir le week-end dernier en Vendée. Je l'ai attendue à la sortie de l'usine à 17 h. Quand elle est sortie, je l'ai à peine reconnue. Fini le blond platine impeccable, ses cheveux étaient tirés en un chignon strict, sa couleur naturelle, un châtain doux, reprenait le dessus. Elle ne portait pas de maquillage. Elle avait un jean, des baskets, un t-shirt publicitaire de l'usine. Et ses mains? Ses mains aux ongles manicurés, qui n'avaient jamais rien touché de plus lourd qu'un iPhone, étaient rouges, abîmées par le sel et l'eau, les ongles coupés ras. Elle m'a vu. Elle s'est arrêtée. J'ai cru un instant qu'elle allait m'insulter ou faire demi-tour. Mais elle s'est avancée. L'odeur de la sardine flottait autour d'elle, tenace. Salut, a-t-elle dit. Sa voix était plus grave, moins perchée. Salut. On va boire un café? Elle a hésité, puis a hoché la tête. D'accord. Mais c'est moi qui invite. J'ai eu ma paie hier. Nous nous sommes assises à la terrasse d'un café face au port. C'est dur? Ai-je demandé. Elle a regardé ses mains abîmées. C'est l'enfer, a-t-elle avoué. J'ai mal au dos. Je suis debout 8 heures par jour. La chef d'atelier me hurle dessus si je rate une boîte. Je pue le poisson même après 3 douches. Elle a levé les yeux vers moi. Il y avait une lueur nouvelle dedans. Mais tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai touché 1350 € net. C'est ridicule par rapport à ce que je claquais avant. Mais quand j'ai vu le virement, j'ai pleuré. Parce que cet argent, c'est le mien. Personne ne me l'a donné. Je l'ai échangé contre ma sueur. Et personne ne peut me dire que je ne le mérite pas. Elle a fouillé dans son sac à dos, un sac Décathlon, pas un Gucci, et a sorti une enveloppe Kraft. Elle l'a poussée vers moi sur la table. Tiens. Les 200 € du mois. Et j'ai ajouté 50 € pour le vin de Pâques.
Je sais que c'est dérisoire, mais je voulais rembourser ça. J'ai pris l'enveloppe. Elle était légère, mais elle avait le poids d'une montagne. Merci, Charlène. Je suis fière de toi. Elle a eu un petit rire triste. Ne t'emballe pas. Je déteste ce boulot. Je déteste l'odeur. Parfois, j'ai envie de tout plaquer et de trouver un autre pigeon riche à Dubaï. Et pourquoi tu ne le fais pas? Elle a soupiré, regardant les bateaux de pêche rentrer au port. Parce que je pense à mamie. Et je pense à toi. Et, je crois que pour la première fois de ma vie, je dors bien la nuit. Je suis crevée, mais je n'ai plus peur qu'on découvre que je suis une imposture. Je suis juste une ouvrière en conserverie. C'est réel. Jean-Eudes m'a bloqué partout, a-t-elle ajouté. Tant mieux. C'était un con. Et moi j'étais une connasse superficielle. On se méritait. Je lui ai pris la main. Sa peau était rêche comme du papier de verre. C'était la première fois depuis 20 ans que je sentais une connexion réelle avec ma sœur. Pas de mensonges, pas de manipulation, pas de filtre Instagram. Juste la réalité brute. On a fini notre café. Elle a payé. 4,50 €. Elle a compté les pièces avec attention. En la regardant s'éloigner vers son foyer, le dos un peu voûté par la fatigue, j'ai su que j'avais gagné. Pas contre elle, mais pour elle. Je suis rentrée à Paris ce soir-là avec un sentiment de paix absolue. J'ai utilisé l'argent récupéré de la vente de la villa, moins ce que j'avais investi, pour m'acheter une petite fermette en Normandie. Rien de luxueux. Juste de vieilles pierres, un grand jardin, le silence. C'est mon sanctuaire. Je le rénove moi-même le week-end. J'adore ça. Cette histoire m'a appris une leçon brutale mais essentielle. Une leçon que je veux partager avec vous. On nous apprend qu'il faut aider sa famille, quoi qu'il en coûte. Que le sang est plus important que tout. C'est faux. Parfois, aider, c'est arrêter de payer. Parfois, aimer, c'est laisser l'autre toucher le fond pour qu'il puisse remonter par lui-même. Tant que je jouais le rôle du sauveur, je transformais ma famille en monstres assistés. En leur disant « non », en posant cette limite violente le jour de Pâques, je leur ai rendu leur dignité, même s'ils ont dû passer par l'humiliation pour la trouver. Mes parents apprennent à vivre simplement et découvrent les joies d'une vie sans paraître. Charlène découvre la valeur du travail et de l'argent. Et moi? J'apprends à vivre pour moi. À ne plus être seulement celle qui paye, la banque, la sérieuse. J'ai rencontré quelqu'un récemment. Un architecte qui adore les vieilles pierres autant que moi. Il ne sait pas combien je gagne, il ne connaît pas toute l'histoire. Pour l'instant, on partage juste des pique-niques sur la plage en Normandie, avec du pain, du fromage, et du vin bon marché. Et c'est infiniment meilleur que tous les grands crubus dans la villa d'Arcachon. Pour Pâques prochain, j'ai invité tout le monde dans ma fermette. Charlène a promis d'apporter des boîtes de sardines millésimées. On mangera ça avec des pommes de terre à l'eau. Pas de truffes, pas de champagne, pas de noblesse. Juste nous. Et pour la première fois, ce sera vrai. J'espère que mon histoire vous a donné du courage. Les dynamiques familiales toxiques, l'argent, l'ingratitude, ce sont des sujets tabous qui détruisent des vies en silence. Ne laissez personne, pas même votre famille, vous traiter comme une option ou un portefeuille. Votre respect ne s'achète pas. Il s'impose. Parfois avec un huissier, parfois avec un câlin, mais toujours avec fermeté. J'ai une dernière faveur à vous demander avant de clore ce chapitre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vous aussi vécu des injustices familiales, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez-moi votre moment de « bien reçu ». Racontez-moi quand vous avez dit stop. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Charlène m'a raconté des anecdotes incroyables sur l'usine de sardines, et il se pourrait bien que je fasse une petite mise à jour vidéo bientôt, car il paraît que le contremaître a un faible pour elle, et ça, c'est une toute autre histoire. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la meilleure vengeance, c'est de les obliger à vivre dans le monde réel.